Eh bien bonjour à tous, je suis en compagnie de Jean-Marc, Irina, et nous sommes réunis pour parler évidemment d'une chose qui, à nos yeux, est certainement la plus essentielle, la vie. Qui sommes-nous en tant qu'êtres vivants? Il me semble que le monde est très préoccupé par des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes d'organisation, et très peu se préoccupent un petit peu de ce qu'ils sont eux en tant qu'êtres vivants. Alors la plupart des gens finalement tournent en rond. Tournent en rond parce qu'ils oublient précisément de se tourner vers la vie. Comment pouvons-nous véritablement solutionner nos problèmes sans comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres vivants? Évidemment, on a besoin de vivre en société, d'apprendre à vivre en société. On a été à l'école, on a reçu une éducation, on a appris les codes. Mais ce ne sont que des choses apprises. Nous les avons assimilées, nous les avons intégrées, et puis nous restituons tout ce qu'on a appris. Mais le fond, lui, est-ce qu'il est abordé? Est-ce qu'il est observé? Est-ce qu'on a un petit peu porté quelques regards sur ce que nous sommes, nous? Très peu le font sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de chaos, autant de souffrance, autant d'injustice, autant de conflits. On ne se préoccupe pas de la vie. Et je dirais même, on est insensible à la vie. On est beaucoup plus préoccupé par nos buts personnels que par la vie elle-même. Si nous portions quelques regards sur la vie en nous, si nous mettions un petit peu de lumière dans tout ça, eh bien ça changerait complètement le regard des êtres humains. Ça ouvrirait un peu plus leur âme et ils seraient certainement plus humains qu'ils ne le sont actuellement. Alors, Jean-Marc, on se connaît depuis longtemps. On a fait un grand bout de chemin ensemble. Irina, un peu moins longtemps. Elle découvre un petit peu cette façon de porter des regards dans notre dimension intérieure, parce que si on veut comprendre qui nous sommes, il faut bien porter des regards en nous, sur ce corps. Et ce corps, c'est un petit peu notre marchepied. C'est par lui qu'on va être interpellé par la vie. Et la première grande perception, c'est je touche un objet et je vis un état d'être. Voilà. Ce que je vis, c'est à l'intérieur. Maintenant, j'ouvre mes yeux, je vous vois. Je vous vois. Mais où je vous vois? Voyez? Ça serait la question plutôt. Nous, on voit des images et on s'occupe de l'objet des images. Voyez? On est toujours en train d'épier, de commenter, de juger l'objet des images. Mais l'image, elle est vécue où? Elle est bien vécue à l'intérieur. Je ne vous vois pas dehors, je vous vois en moi, dans le champ de la conscience. De la même façon que lorsque je touche une table,
Je ressens la table à l'intérieur. Ça, c'est véritablement un grand tournant parce que on va se dire, mais alors, on vit tout à l'intérieur. On vit les sensations, on vit les émotions, les sentiments, on vit les pensées. On ressent à l'intérieur, on commente à l'intérieur, on intellectualise à l'intérieur, on conceptualise à l'intérieur. Rien ne se fait dehors, tout se fait à l'intérieur. Alors, j'imagine que pour Jean-Marc comme pour Irina, ça a été le tournant. Je me tourne un petit peu vers vous pour que vous me parliez un petit peu de ce que vous avez perçu, comment même vous l'avez vécu, cette première grande perception que tout est vécu à l'intérieur et que c'est bien à l'intérieur qu'il faut aller voir. Oui, je me rappelle de la première prise de conscience là-dessus, c'était avec le toucher. Et c'était un hiver, et c'était chez moi, je me rappelle, ça fait au moins 20 ans, peut-être plus. Et puis là, j'ai réalisé que le froid, ce qu'on appelle le froid, c'était pas l'air autour de moi, le froid. Que le froid, c'était ce qui était vécu en moi, au contact de ce qu'on appelle l'air froid. Et en fait, je me suis rendu compte de ça de façon nette parce que j'étais avec quelqu'un d'autre qui n'avait pas froid. Donc, c'est devenu évident que ce qu'on appelle le froid, c'est une sensation physique, corporelle, personnelle. Et donc, ça m'a permis de comprendre que toutes les sensations sont vécues en nous et que l'extérieur n'est composé que d'objets de contact qui vont venir donc contacter le corps et les sens, et que ce que l'on va vivre, c'est une partie de nous. C'est quelque chose qui se passe en nous. Donc pour moi, c'est ce qu'on appelle le froid, qui a été une prise de conscience de la réalité que tout est vécu en nous. Alors qu'auparavant, j'avais compris intellectuellement, mais jusqu'à ce moment-là, ça n'avait pas été vivant, ça n'avait pas été une prise de conscience. Il ne faut pas penser qu'une chose lue, entendue et comprise intellectuellement soit assimilée dans une totale et pleine conscience. Prendre conscience est de l'ordre d'une expérience vivante, vécue, où un centre conscient que nous appelons esprit est attentif et dans l'éveil. La perception est le premier mouvement perceptible de la conscience. Elle est un jaillissement d'énergie, de lumière en soi. Elle transperce le champ de la conscience pour atteindre chacune des cellules du corps. Nous ressentons un genre d'éclair d'énergie nous traverser lorsque nous vivons une perception, petite ou grande. Ce phénomène n'a rien à voir avec une compréhension verbale très superficielle de l'intellect. Les enfants ne se contentent pas des mots et explications des adultes. Ils ont besoin de vivre par eux-mêmes une véritable expérience. La perception se manifeste tel un jaillissement de lumière qui part de l'esprit, traverse l'âme, la sensibilité, et pénètre chacune des cellules du corps. C'est alors que la perception est véritablement vécue. Elle vient ajouter à l'unité de la conscience un éclat de lumière. Alors, le champ de la conscience s'élargit un peu plus. Nous avons tous pu remarquer, au cours de notre vie, que nous ne prenions pas conscience d'un domaine inconnu comme cela, en un claquement de doigts. Nous devons porter beaucoup de regards et nous servir de toutes les facultés de la conscience pour le découvrir. De la même façon, avant d'avoir une vue claire sur un aspect de la vie en soi,
Il faut beaucoup de perception. C'est grâce à l'éveil, grâce à une attention portée sur les manifestations et aspects de la vie en nous, que des perceptions jaillissent de l'esprit, tôt ou tard. Un bébé ne prend pas conscience du monde en un seul regard porté. Il lui faut beaucoup de regards, beaucoup d'éveil, afin de vivre un grand nombre de perceptions. C'est alors qu'il commence à voir un peu plus clairement le monde autour de lui. Face à la vie, un bébé est bien plus intelligent que les adultes, qui ne font que répondre aux événements avec leur mémoire, leurs idées, leurs réflexes conditionnés. Un bébé, lui, est naturellement dans l'éveil, à chaque seconde. Ce qui nous contacte, évidemment, ce sont les éléments extérieurs. Et on voit que la nature a conçu ce corps pour être en relation avec les éléments extérieurs. Irina, pour toi, cette première approche, comment tu l'as vécue? Tu m'as dit la dernière fois que c'était très troublant en fait. Pour moi, c'est troublant, c'est les pensées, Oui. les pensées et tout qu'on peut parler verbalement et on peut parler intérieur de nous. Voilà. Ça, c'est vraiment une ouverture incroyable. C'est quelque chose qui te trouble. C'est qui m'a troublé. Moi, j'aime bien aller à la plage. Et aller à la plage même dès le matin. Quand vraiment il y a un silence incroyable, toi tu es seul, bon, il y a quelqu'un mais ils sont plus bas, et il y a la mer devant toi, et tu peux vivre vraiment une grande relation avec la mer. C'est ça. Oui. Bon, une fois, comme ça, j'étais à la mer, et il y a deux femmes qui est installée à côté de moi. Moi, j'étais tranquille, je regardais la mer, j'admirais la mer et j'ai commencé à entendre du bruit. C'est les femmes qui sont à côté de moi, elles ont commencé à parler. Je voulais regarder la mer, mais mon attention, c'est comme elle est retournée vers les femmes. Je commençais à écouter tout ce qui parle les femmes. Ça. Tu as été un petit peu troublée dans ta relation avec la mer. Oui, il était troublé avec la mer, mais c'est comme il était quelque chose intérieur de moi, c'est comme un jeu de rideau. C'est comme j'étais seule, c'est le rideau, il était ouvert, et moi je peux voir la mer devant moi. C'est que les femmes elles étaient à côté de moi, et quand elles ont commencé à parler, le rideau il a commencé à baisser. Et je ne vois pas la mer pleinement. J'écoute les femmes. Bon, les femmes elles parlaient et après elles sont parties pour se baigner. Moi, Attends, tu étais en relation avec la mer, oui, dans le silence. dans le silence. Et puis, ton attention a été portée sur la discussion des deux femmes à côté de Oui, toi. il est retourné. Et là, tu n'étais plus en relation avec la mer, mais tu étais remplie, attentive et remplie de la discussion de ces deux femmes. Oui, Donc, avant que les deux femmes arrivent, tu étais en relation et remplie de cette image extraordinaire de la mer devant toi. Et puis d'un seul coup, ton attention s'est portée ailleurs et c'est comme le rideau. comme un rideau qui s'est baissé. C'est Soudain, quelque chose d'autre a pris la place en toi. C'était la discussion de ces deux femmes. Et puis ces deux femmes elles sont parties pour se baigner. Ouais. Moi je me retrouvais encore seule et j'ai retrouvé la relation avec la mer. J'ai regardé la mer, tout va bien, mais tout à coup, c'est ma copine qui est venue.
Il est installé aussi à côté de moi. Et il a commencé à parler, à discuter, de raconter ses problèmes de sa vie. Oh, moi, je me suis prise dans cette discussion. Et à nouveau, De nouveau aussi. Je regardais sur les rideaux encore, il a commencé à se baisser. à se baisser. Se baisser. Et je me suis retrouvée en même temps que les deux femmes qui sont parties. Bon, on a discuté, après on est partis ensemble pour se bénir, et deux femmes à côté qui parlent, et nous on parle aussi, et on ne voit pas les batailles de la mer. Oui, vous n'étiez pas en relation avec la mer. On n'y pas. C'est ton ami qui te parlait pendant que vous étiez en train de vous baigner. Et toi, tu ne vivais pas cette communion avec la mer. Et je me suis excusée, j'ai dit que peut-être que je vais nager seule. Je nageais un peu plus loin, c'est parce que ma copine elle ne nage pas loin, et moi je dis que est-ce que je peux nager plus loin. Et je suis partie plus loin, je nageais, et il était calme, la mer elle est calme. Moi j'ai essayé d'être calme, mais c'est comme le rideau il est monté, mais il est monté à moitié. C'est parce que à l'intérieur de moi, j'attends les paroles de discussion, de cette dernière discussion. C'est ça. Donc tu t'es éloigné de ton ami. Je n'ai pas parlé physiquement, mais je continue de parler à l'intérieur de moi. Voilà. Donc tu as été te baigner avec ton amie, oui. Tu as parlé avec elle, et puis tu as eu besoin de te retrouver seule afin de communier à nouveau avec la mer. Donc tu t'es éloigné, et puis évidemment tu étais plus en relation avec la mer, mais la discussion t'a poursuivi en quelque sorte, et tu t'es retrouvé. Encore à l'intérieur de moi. Et tu t'es resté encore à l'intérieur de toi. J'ai pris du temps, j'ai nagé quelques temps, et après c'est calmé, et c'est vraiment, j'ai retrouvé calme extérieur et intérieur. Voilà. Et comme j'ai retrouvé du calme, c'est vraiment, je pouvais encore dormir et être en relation à nouveau. C'est dans les petits instants de notre vie, les plus anodins, que nous voyons les grandes choses, les aspects les plus essentiels de la vie. Faut-il encore pour cela être attentif, les vivre dans l'éveil pour en mesurer la profondeur. Grâce à l'exemple donné ici, nous voyons comme ce que nous appelons la conscience est doté d'un véritable espace, un champ de conscience en lequel les états de vie vécus apparaissent et disparaissent. Nous voyons également qu'un centre lucide que nous appelons esprit doit être focalisé sur un aspect de la vie en nous pour que nous le vivions. Lorsque Irina était totalement absorbée dans la contemplation de la mer et que rien d'autre ne pénétrait le champ de sa conscience, la relation était totale. Sitôt que l'attention, qui est une faculté de l'esprit, s'est portée sur la discussion des femmes, alors celle-ci est entrée dans le champ de sa conscience. Notre conscience a besoin d'espace si nous voulons vivre pleinement un instant de vie. C'est la raison pour laquelle la liberté intérieure est si essentielle. Si nous sommes pleins de mental, de pensées et de préoccupations diverses, le champ de la conscience sera plein de ces choses mentales et ne pourra vivre pleinement l'instant présent. Nous voyons comme la liberté intérieure, la réceptivité et le vide sensoriel sont fondamentaux si nous voulons vivre les contacts avec le monde extérieur. Pour ceux et celles qui aspirent à découvrir la nature de la vie, cet exemple nous révèle que l'espace est un aspect fondamental de la conscience.
Par analogie, nous comprenons lorsque nous observons le cosmos que c'est l'espace qui est à même d'accueillir les innombrables galaxies, tout comme la conscience en nous accueille les états d'être. La conscience serait-elle conçue à l'image des galaxies et du cosmos? La vie conçoit les petites choses de la même façon que les grandes. Le champ de la conscience est véritablement un cosmos, un lieu de vie fondamental pour tout être humain. C'est dans ce lieu, dans cet espace intérieur, que tout est vécu et que les innombrables états d'être apparaissent et disparaissent. Ce lieu de vie est véritablement magique. Ce lieu, cet espace, nous l'appelons l'âme. Et on découvre la nature de nos sens et comment la vie a conçu ces sens et sur quelle base elle l'a conçu. Elle l'a conçu sur la base du vide, passivité réceptive. Voyez, ma main est passive réceptive, je peux toucher un objet. Mon goût est passif réceptif, alors je peux goûter quelque chose. C'est un exemple que je donne dans une des vidéos. Si je suis en train de manger une choucroute par exemple, et puis que quelqu'un me dise tiens goûte cette tarte à la fraise, évidemment je vais lui dire non je ne peux pas, j'ai de la choucroute dans la bouche. Il va falloir que je mange ce que j'ai dans la bouche, que je retrouve mon vide gustatif et je pourrai goûter à la tarte aux fraises. Il y a quelque chose en nous qui est fondamental à la vie elle-même, puisque c'est pas nous qui avons créé ça. C'est une faculté qui est propre à la vie, c'est une fondamentalité qui est propre à la vie. On doit être passif, réceptif, pour être véritablement en relation. On a besoin d'un vide sensoriel pour vivre une sensation, mais pour être en relation avec quelqu'un, il faut avoir une réceptivité, une passivité et un vide. Mais vide de quelque chose. Vide de quoi? Vide de pensée. De pensée. Et quand on est vide de pensée, alors on peut être en relation, on peut se regarder, on peut se voir, on peut écouter. Est-ce que vous trouvez que les gens sont réceptifs habituellement dans la société? Qu'ils savent écouter? C'est souvent, on parle tous en même temps. Voilà. Tous en même temps. Ça aussi, j'ai aperçu, même à la plage, que même les femmes, même les personnes, elles parlent, mais elles n'écoutent pas l'un l'autre. Elles essaient de parler tous ensemble. C'est difficile de trouver des gens qui écoutent vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Parce que parler, ça nous excite aussi. Alors on a des excitations sensorielles et on a un mental, le pouvoir de parler, de penser, qui lui aussi crée des excitations. Derrière ces pensées, il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, tout le monde parle en même temps. Oui, même on regarde à la télé, comment on dit, beaucoup des émissions, et il y a
comment, déjà politique, il ne donne pas les paroles à l'autre. Ah. Il essaie de plus vite d'exprimer ses pensées et de tout de quoi il doit parler. Il ne donne pas même comme chacun son tour. Il essaie de parler en même temps. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Pour eux, ce sont leurs idées qui sont les plus intéressantes, qui sont les plus valables, et puis les idées des autres. Et même on les combat. C'est un combat Pour dominer. pour dominer. Alors voilà. Il y a donc une dimension intérieure où tout est vécu. Et cet intérieur, il doit être réceptif au monde, réceptif à la vie, si on veut vivre véritablement une relation avec quelqu'un. Si on veut vraiment être à l'écoute. Mais on peut être à l'écoute. Tiens, on se dit, tiens, j'aurais bien dit quelque chose à cette personne. Mais est-ce que la personne est prête à écouter? C'est pas évident. Bah, si ça vient, disons, si ça nous vient et que on pense qu'on peut l'aider à mieux comprendre son problème, parce que c'est probablement que la personne est troublée ou qu'elle est inquiète ou qu'elle a un problème. Si il y a quelque chose qui nous vient spontanément, on peut toujours le dire. Peu importe ce qu'elle va en faire finalement. Peut-être qu'elle va en tenir compte, peut-être qu'elle va pas en tenir compte. Mais si ça nous vient en tout cas, moi je pense qu'il faut le dire. Et puis après, c'est à la personne de faire ce qu'elle pense devoir faire. Je crois qu'il faut pas hésiter à le faire si on peut. Oui. De la politique, si la personne. Mais pour aider une personne, là aussi, il faut une grande liberté. Parce que si maintenant je veux aider une personne, mais que j'ai déjà un schéma en moi, que j'ai déjà des idées, est-ce que je vais pouvoir aider cette personne? Est-ce que je ne vais pas aider cette personne relativement à mes idées? Est-ce que l'aide que je vais apporter à la personne sera véritablement intelligente? Oui, est-ce que ça va être un avis lucide, véritablement lucide, oui, que je vais lui proposer ou pas, quoi. Voilà. Ouais. C'est pas évident là aussi. Non, on peut pas en être sûr. On peut pas en être sûr. Non. On pourrait en être sûr. Si on était conscient d'être libre à l'intérieur de soi, et si on voyait simplement la chose exposée devant nous, alors on peut... Mais pour être libre, il faut être libre de nos idées et être libre de nos émotions, de nos sentiments. Oui, d'un intérêt personnel. D'un intérêt personnel. Oui. Alors à ce moment-là, on peut aider quelqu'un. Mais si